Bonjour, Monsieur Semondi Djossou. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de la République togolaise, actuel conseiller au chef de l'État Faure Gnassingbé. Le gouvernement a introduit un projet de loi de la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Qu'attendez-vous de cette démarche de la part des représentants du peuple au Parlement? En principe, ce que le peuple togolais attend, c'est que les acteurs politiques trouvent un consensus pour des réformes apaisées qui permettent au pays de travailler pour le bien-être des populations. Donc, comme vous pouvez le deviner, aujourd'hui, la configuration que nous avons à l'Assemblée ne permet pas à un parti d'adopter ce projet de loi. Donc, tous les partis politiques à l'Assemblée nationale doivent aller vers un consensus. Nous avons 91 députés et la loi dit, pour les réformes constitutionnelles, il faut une majorité qualifiée de 4/5 pour adopter la révision. Le parti UNIR n'a que 62 députés. Or, on a besoin de 73 députés pour voter le test. Il est vrai que les partis d'opposition, disons, ont des revendications qu'on peut qualifier de politiques. Mais aucune revendication visant la réforme constitutionnelle ne peut se faire autrement qu'à l'Assemblée, à moins que le chef de l'État décide de passer outre, s'il n'y a pas de consensus, pour s'adresser à la population par référendum. Les questions des réformes institutionnelles et constitutionnelles agitent le Togo depuis plus d'une dizaine d'années. Dites-nous ce qui a été fait jusque-là. Si nous parlons de réforme institutionnelle stricto sensu, c'est la réforme de toutes les institutions de la République. Et cette réforme-là a commencé depuis très longtemps, après la signature de l'accord politique global de 2006. Ces réformes ont porté sur la Cour constitutionnelle. Nous avons également réformé la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons réformé le cadre électoral pour qu'il soit beaucoup plus consensuel, pour permettre à tous les partis politiques de pouvoir solliciter les suffrages dans de bonnes conditions. Nous avons mis en place ce que nous appelons la Cour des comptes. Et vous pouvez être sûr que dans cette Cour des comptes, il y a, comme dans les autres institutions, des acteurs politiques autres que le parti au pouvoir sont là. Donc, toutes ces réformes-là ont été réalisées depuis l'accord politique global. Aujourd'hui, jusqu'à la marche du 19 août, une partie de la population ne réclamait que la limitation des mandats et le scrutin à 2 tours. Le projet de loi que nous avons envoyé porte essentiellement sur ces 2 points. Mais on a l'impression qu'il y a un autre agenda qui est mis sur la table aujourd'hui. Mais quel que soit ce que les acteurs demandent, nous pensons qu'il faut que nous puissions respecter nos propres lois, à commencer par la Constitution qui est en vigueur actuellement. Si nous voulons aller à une réforme constitutionnelle qui nous ramène un peu à la Constitution de 92, avant les modifications successives, il faut bien qu'on s'asseye pour discuter. Parce qu'on ne va pas, je m'excuse de m'exprimer terre à terre, on ne va pas aller prendre la Constitution de 92 non modifiée pour venir déposer et dire que ça s'applique. C'est comme si les autres, les amendements ultérieurs n'ont pas eu lieu. Et ces amendements ultérieurs, nous pouvons vous affirmer qu'ils ont été effectués dans des conditions de droit. Puisque
les partis politiques et de l'opposition n'étaient pas à l'Assemblée en 2002 quand la première révision a eu lieu. Ils ne sont pas allés aux élections législatives. Donc, le RPT, dans le temps, avait toute la liberté de modifier la Constitution, mais selon les règles qui étaient fixées par cette Constitution elle-même. L'opposition dit qu'il y a une volonté manifeste du pouvoir à bloquer la révision de la Constitution et qu'il manque dans ce projet de loi sur la table des parlementaires la phrase « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit? Bon, c'est une question de perception, à mon avis. Ce qui a empêché cette réforme jusqu'à maintenant, c'est que les gens ont voulu qu'on inscrive dans la loi constitutionnelle une disposition qui empêche visiblement le président Faure de se présenter. Or, dans aucun pays du monde, une loi ne dispose pour ce qui est passé. La loi dispose pour l'avenir. Donc, c'est un principe de droit que nous souhaitons que tout le monde accepte d'appliquer. En 2014, s'ils n'ont pas insisté pour que cette disposition soit inscrite dans la révision, on aurait déjà obtenu la limitation du mandat et le scrutin en 2 tours. C'est parce que les gens ont insisté que cette disposition soit inscrite dans la Constitution que les 2 parties n'ont pas pu s'entendre. Donc, quelqu'un a déjà demandé aujourd'hui pourquoi on ne dit pas, on introduise juste un mot dans cette phrase-là et puis tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, on dit juste nul ne peut faire 2 mandats, plus de 2 mandats consécutifs. Bon, c'est un mot déjà qui permet de mettre les gens d'accord. Donc, les députés ont la possibilité de modifier le projet de loi qui leur est soumis et on leur lance un appel pour qu'ils regardent notre pays. Monsieur le ministre, l'opposition reproche au système de la gouvernance du Togo qu'il y a une minorité proche du pouvoir, sinon du parti RPT Uni, qui bénéficie de l'État. Est-ce vrai? Il faut qu'on puisse revenir un peu en arrière. Quand nous avons signé l'accord politique global, il était question qu'on forme un gouvernement d'union nationale pour faire les élections législatives, disposer d'une assemblée multipartite pour que les réformes se fassent dans le cadre de cette assemblée multipartite de façon consensuelle. Voilà l'essence même de l'accord politique global. Déjà, quand nous avons fait ce gouvernement d'union nationale, il y a des gens qui n'ont pas accepté y aller. Il y avait déjà ce couac. Ensuite, nous sommes arrivés à une assemblée multipartite où aucun parti ne pouvait disposer des 4/5 pour voter à lui seul la réforme constitutionnelle. Donc, c'est ça qui fait que les gens ont l'impression, le parti au pouvoir aussi a l'impression que nous sommes dans un marché de dupes. Chaque fois que le président Faure est réélu, il demande aux gens de venir participer à son gouvernement. Mais les gens refusent de participer à son gouvernement. Comment on peut nous reprocher d'être seul à la soupe quand on demande aux gens de venir et ils refusent? Mais tous les efforts que le président Faure a consentis depuis son arrivée au pouvoir, les gens peuvent le voir. Les réalisations du président Faure sont visibles à l'œil nu. Et donc, si on demande aux gens de participer à la gestion de communes, de la chose publique, et qu'ils refusent de venir, je ne sais pas comment on peut leur forcer la main. Le président Faure est toujours ouvert. Tout le temps, il tend la main aux partis de l'opposition
pour qu'ils viennent à la gestion publique, pour que chacun puisse apporter sa pierre à la construction nationale. Mais les gens ne veulent pas venir. Le président de l'ANC est aujourd'hui le chef de file de l'opposition. Mais le chef de file de l'opposition a des devoirs et des droits. Mais on a l'impression qu'il ne veut pas travailler selon le statut qu'il a comme chef de l'opposition. Quand on rentre au Togo, le développement est perceptible sur le plan infrastructure, mais la jeunesse peine à se tirer de la misère selon l'opposition. La jeunesse est-elle vraiment oubliée par le gouvernement? Nous ne nions pas que la pauvreté est encore très pesante au Togo. Mais nous devons, j'appelle les Togolais, à évaluer un peu. C'est vrai que nous-mêmes, on n'en parle pas suffisamment, à évaluer un peu l'action du président Faure en cette matière, en matière de réduction de la pauvreté, en matière d'emploi. Toutes les initiatives qui ont été prises, on voit des réalités concrètes, on voit des réalisations concrètes, on enregistre des progrès. Nous avons des initiatives qui tendent à améliorer l'employabilité des jeunes. Il y a par exemple ce que nous avons, notre programme de volontariat national qui permet aux jeunes d'être inscrits soit dans une administration, soit dans une entreprise pour faire l'expérience nécessaire pour trouver de l'emploi. Nous savons que des milliers de jeunes ont fait cette expérience et ces jeunes, de plus en plus, sont engagés par les entreprises. Nous avons des programmes d'insertion, d'appui à l'insertion des jeunes, comme le FAEJ. C'est un fonds qui appuie les initiatives des jeunes. Ce fonds a appuyé plusieurs jeunes qui, d'ailleurs, exposent à plusieurs occasions leur production. Ce qui veut dire que ces jeunes-là s'auto-emploient. Il y a le programme qui est le plus visible aujourd'hui, qui est la finance inclusive, qui permet aux jeunes gens et aux jeunes filles, aux femmes, de pouvoir avoir les moyens d'exercer des activités génératrices de revenus. Et Dieu seul sait qu'en l'espace de 2 ans, ce programme a couvert plus de 700 000 personnes. 700 000 personnes, ce n'est pas rien. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont réalisées, mais que les gens refusent de voir. C'est vraiment dommage. Vous parliez d'un autre agenda de la part de l'opposition. Selon vous, y a-t-il un autre objectif caché derrière ces manifestations? On a l'impression, en voyant les revendications de ces jours, on a l'impression que les gens veulent seulement le départ du président. Et on ne comprend pas comment. Même si on demande le retour de la Constitution de 92, et les gens affirment que si la Constitution de 92 revient, que ce serait la fin du règne du président Faure. Mais ça veut dire que ce qu'on vise en réalité, c'est le départ du président. Mais dans un pays où il y a des règles, il y a des lois, il y a des tests, comment on peut demander à un président qui vient à peine d'engager son troisième mandat de déposer les armes et de sortir? Ça, c'est quand même pas imaginable. Monsieur le ministre, quel appel avez-vous à lancer pour que le Togo garde son statut de havre de paix? C'est ce que je fais depuis presque 2 semaines maintenant, que j'interviens dans la communication du gouvernement. Ce que nous souhaitons, c'est que le Togo, jusque-là, dans la sous-région, est parmi les rares pays de la sous-région qui sont encore préservés par les mouvements terroristes internationaux. Nous avons le devoir d'œuvrer ensemble pour sauvegarder cette paix, pour que dans cette quiétude-là, nous puissions nous mobiliser pour développer le pays
Avec, bien évidemment, nous sommes ouverts, nous tendons la main à tous les partenaires qui veulent bien nous aider. Donc, ça, c'est notre vision pour le Togo. C'est la vision du président Faure pour le Togo. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup.